Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de révision de physique statistique où on va s'intéresser à l'aimantation d'un sel ionique, donc un sel d'Alain. En fait, on va traiter les questions 13 à 17 du sujet physique 2 MP Mine de 2019. Bon, ce sujet se découpe en fait en plusieurs sous-parties indépendantes et ces questions sont intéressantes parce qu'elles sont une application directe du cours de physique statistique en MP. Euh, donc je vous conseille de vous procurer le sujet, parce qu'il faut quand même avoir bien lu l'énoncé et le contexte pour les traiter. Même si ces questions sont indépendantes du reste, il faut quand même bien s'être imprégné s'être approprié le contexte étudié. Donc on s'intéresse à la partie 2 en fait euh, qui s'intéresse à une méthode de refroidissement de système par désaimantation de manière adiabatique, c'est-à-dire en désaimantant un système au préalable aimanté, et en réalisant ça sous conditions adiabatiques, on peut le refroidir. Donc c'est un peu le but de la partie 2, donc il y a quelques questions au démarrage qu'on va pas traiter ici, et puis on va s'intéresser vraiment à la partie de physique statistique de ce sujet qui va s'intéresser à comment étudier la compétition en fait entre un champ magnétique extérieur et l'agitation thermique pour déterminer l'aimantation d'un sel ionique. Alors, j'ai remis en fait dans cette partie-là vraiment le contexte de la partie 2, et puis en dessous, on a vraiment le début de la question 13 avec la description du problème qu'on va étudier, que je vous invite à lire avec attention. Alors, ce sont des questions d'un sujet décrit, on va les traiter sous forme de QCM, histoire que vous puissiez mettre la vidéo sur pause de temps en temps, chercher un petit peu, vraiment essayer de trouver les bonnes réponses et regarder la correction. Il faut vraiment que vous soyez dans une démarche active. Il ne s'agit pas juste d'écouter la correction, mais vraiment d'essayer de la faire et d'essayer de comprendre ce que vous avez réussi à faire, ce que vous n'avez pas réussi à faire. Alors, on va juste expliquer le contexte, parce que c'est quand même important dans ces sujets de s'approprier de quoi on parle. Il y a beaucoup de textes et il faut essayer de bien analyser de quoi il s'agit. Et puis comme ça, une fois qu'on aura bien analysé de quoi il s'agit, on va pouvoir répondre aux questions. Donc, il s'agit de déterminer l'aimantation d'un système. L'aimantation, on nous dit dans l'énoncé de départ qu'elle est notée grand M, et que c'est une grandeur qui est la densité volumique de moment dipolaire magnétique. Autrement dit, c'est le moment dipolaire magnétique volumique dans un système. Alors on va essayer de comprendre à quoi ça correspond, et pour ça, on va s'intéresser à un solide ionique. Donc on imagine ici tout plein de points que j'ai représentés qui sont des ions, et qui ont tous un moment dipolaire M. Voilà, comme ceci. Alors a priori, ce moment dipolaire, il est différent pour chaque ion. On nous dit ici dans l'énoncé que les ions sont tous indépendants, donc je mets des moments dipolaires M quelconques en fait pour chacun des ions. Et en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est finalement le moment dipolaire moyen volumique. C'est-à-dire par unité de volume, quel est le moment dipolaire moyen du système, et c'est ça qu'on appelle l'aimantation M. Et en fait, notre système, nous allons le placer dans un champ magnétique extérieur B, qui va être orienté comme ça suivant un axe vertical qu'on va appeler UZ. Et donc ça, c'est le champ magnétique B extérieur dans lequel est plongé le système. Et en fait, chaque particule va avoir une énergie potentielle EP qui vaut moins M scalaire B. Ça, on le sait, ça c'est le cours. Quand on place un moment dipolaire M dans un champ magnétique extérieur B, l'énergie potentielle du moment dipolaire M, c'est moins M scalaire B. Alors, pour l'exprimer, ce qu'on peut faire, c'est décomposer M, enfin faire apparaître la composante MZ, c'est-à-dire la projection du vecteur M sur l'axe UZ, et on sait que par propriété du produit scalaire, EP, ça va donner moins MZ fois B. Alors l'énoncé, lui, nous donne cette relation pour l'énergie potentielle de chaque dipôle, donc de chaque ion, qui vaut moins Kg mu B. B avec K qui est une constante qui appartient à l'intervalle moins MM. Alors M sera donné dans l'énoncé plus tard, et donc il y a deux cas, soit M est entier, soit M est demi-entier. Donc vous voyez les valeurs de K, ce qu'il faut retenir, c'est pour l'instant, c'est qu'elles sont quantifiées entre deux valeurs symétriques, moins M et plus M. Et soit K est un entier, soit K est un demi-entier, selon la valeur de M. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les valeurs possibles entre moins M et M qui sont accessibles pour K, mais juste un certain nombre de valeurs, ce qui fait que l'énergie potentielle aussi est quantifiée. Et si on identifie cette formule-là à cette formule-là, en fait on se rend compte que cette grandeur-là, ça va être MZ. Et donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est que la projection de M sur l'axe UZ est quantifiée dans cet exercice. Alors, il n'y a pas besoin de connaître tout ça pour faire l'exercice, mais c'est quand même intéressant de l'avoir en tête.
pour vraiment bien comprendre ce qu'on attend de nous. Donc ce qu'on retient, c'est que finalement, M a une projection sur l'axe Z qui peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais qui est quantifiée. Ça va être une propriété qu'on admet, et en fait qui résulte de l'étude à l'échelle quantique de notre système. Et donc, admettant ça, on a des énergies potentielles pour nos dipôles qui sont quantifiées, puis on va voir que certaines sont plus probables que d'autres, et donc on va essayer de trouver les probabilités d'atteindre chacun des niveaux d'énergie, et donc l'énergie moyenne d'un dipôle, etc. Enfin, tous les calculs qu'on fait classiquement mais en physique statistique, et donc on est parti. Donc, on admet tous ces résultats, donc j'ai résumé ici ce qui est écrit, et on nous demande d'utiliser la distribution de probabilité de Boltzmann, et de montrer que la probabilité qu'a un ion de se retrouver dans l'état d'énergie EK s'exprime sous la forme exponentielle kx sur z, où z est une quantité permettant de normaliser la distribution, et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer x en fonction de g mu b, b, kb et t. Alors, vous avez plusieurs propositions qui sont faites ici, je vais vous demander d'indiquer celles qui sont valides. Donc en fait, c'est des résultats directement associés à la réponse à la question. Alors, proposition A, l'utilisation de la distribution de probabilité de Boltzmann nécessite que le système soit à l'équilibre thermique. Et puis ensuite, B, C, D, E, on vous donne 4 propositions pour X. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, et on va corriger. Alors, on va corriger. Si on étudie la distribution de probabilité de Boltzmann, c'est qu'on s'intéresse à un système justement à l'équilibre thermique. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez notre système qui est constitué de plein d'ions, et en fait, il y a de l'agitation thermique. Donc ça va avoir tendance à ce que les moments dipolaires M aillent dans toutes les directions, mais en même temps, il y a une volonté du système de minimiser son énergie potentielle, et donc ça va faire tendance à ce que M s'aligne sur B. Ça, c'est ce qui se passe quand on regarde un dipôle tout seul, un dipôle magnétique tout seul qu'on met dans un champ magnétique B, hop, M a tendance à s'aligner sur B pour minimiser son énergie potentielle. Donc il y a la compétition entre ces deux phénomènes, l'agitation thermique et la minimisation de l'énergie potentielle, et ça se traite avec la statistique de Boltzmann qu'on peut étudier quand on a un système à l'équilibre thermique. Donc la réponse A est vraie. Et donc maintenant, on va chercher la probabilité pour un moment dipolaire d'être dans l'état d'énergie EK. Et bien pour ça, on étudie le facteur de Boltzmann, qui dit que la probabilité d'être dans un état d'énergie EK, c'est 1 sur Z exponentielle de moins EK sur KBT. Ça, c'est la formule de Boltzmann qu'on peut utiliser quand on a un système à l'équilibre thermique. L'énergie EK nous était donnée, donc en remplaçant, on voit tout de suite que ça fait 1 sur Z fois l'exponentielle de K G mu B sur KT, et donc par identification, on trouve que X, c'est G mu BB sur KBT. Donc on en déduit que les bonnes réponses à cette première question, c'était les réponses A et la réponse C. Donc on va passer à la question suivante désormais. On nous demande d'exprimer Z en fonction de X et des K, K qui allait de moins M à M, je le rappelle, et de montrer que Z peut s'écrire comme la somme des premiers termes d'une suite géométrique, et d'en déduire l'expression de Z. Alors la fonction de Z est appelée fonction de partition, donc j'avais pas vu en faisant les questions. Donc la première proposition, c'était Z s'appelle la fonction de répartition. Bah non, c'était la fonction de partition, mais on va pas considérer cette question vu que la réponse est donnée dans l'énoncé ici. La fonction de Z est appelée fonction de partition, et donc non pas de répartition. Et donc ce qui va surtout nous intéresser, c'est l'expression de Z. Est-ce que Z c'est la somme de K égale moins M à M d'exponentielle Kx, des exponentielles moins Kx, et puis ensuite on vous donne deux propositions pour Z. Est-ce qu'une des deux est juste? Et bien là vous mettez la vidéo sur pause, et vous cherchez, on va corriger. Alors, on rappelle au passage les valeurs de K qui vont de moins M à M, et par pas de 1. Corrigeons. Eh bien, on va supposer que M est fixé, donc K prend toutes les valeurs entières, toutes les valeurs entre moins M et M par pas de 1. La condition de normalisation, c'est celle qui permet de trouver Z, c'est que la somme des probabilités de chaque niveau d'énergie vaut 1. Or, à chaque valeur de K, il y a une valeur de niveau d'énergie. Or, comme K va de moins M à M, eh bien, il y a 2M plus 1 niveau d'énergie en sommant de K de moins M à M. Alors comme la probabilité d'être dans l'état EK c'est 1 sur Z exponentielle Kx, ça c'est ce qu'on a vu dans la question précédente, eh bien je remplace la probabilité de EK par 1 sur Z exponentielle Kx, Z peut être sorti puisque c'est une constante, et on s'aperçoit qu'ici on a la somme des exponentielles Kx, et comme ça, la somme des probabilités
chaque niveau vaut 1, puisque il y a bien un niveau d'énergie atteint par la particule, on en déduit que z, en faisant passer z de l'autre côté, z est égal à la somme de k égale moins m des exponentielles kx. Et donc ça, on va traiter le cas, on va prendre par exemple le cas où m est entier, celui-là. On peut réécrire donc z comme la somme de k égale moins m des exponentielles kx, mais exponentielle kx c'est exponentielle x à la puissance k, et donc finalement ça va être exponentielle x plus exponentielle x au carré plus exponentielle x au cube. En fait on s'aperçoit que c'est la somme des termes d'une suite géométrique de premier terme 1 et de raison exponentielle x. D'accord, puisqu'à chaque fois, entre chaque terme, on multiplie par exponentielle x. Alors je me suis trompé, le premier terme n'est pas 1, puisque la première valeur de k n'est pas 0. La première valeur de k c'est moins m, donc le premier terme c'est exponentielle x à la puissance moins m. Autrement dit, exponentielle moins mx. On sait que la somme des termes d'une suite géométrique, c'est premier terme fois 1 moins la raison, puissance nombre de termes, sur 1 moins la raison. Donc le premier terme, c'est exponentielle moins mx. La raison, c'est exponentielle x. Le nombre de termes, c'est 2m plus 1, pour aller de moins m à m, vous prenez 2m plus 1 valeur, sur 1 moins exponentielle x. Donc on a cette expression qui est proposée, et pour la simplifier, en fait, on va factoriser par l'arc moitié, c'est-à-dire exponentielle m plus 1,5 en haut, exponentielle x sur 2 en bas, et quand on fait ces factorisations, on s'aperçoit qu'il y a un préfacteur qui disparaît, puisqu'on va avoir exponentielle x sur 2 sur x sur 2, et là on fait apparaître des sinus hyperboliques, donc moins 2 fois le sinus hyperbolique de x sur 2 au dénominateur, et moins 2 fois le sinus hyperbolique de m plus 1,5 de x au numérateur. Les moins 2 se simplifient, et donc on trouve l'expression de la fonction de partition ici, z, sinus hyperbolique de m plus 1,5 fois x sur sinus hyperbolique de x sur 2. Donc voilà, donc tout le temps la même méthode pour trouver z, on écrit que la somme des probabilités de chacun des niveaux d'énergie vaut 1, on isole z, z s'exprime comme une somme, et souvent on peut faire apparaître des sommes connues par rapport à des suites, ici des suites géométriques, somme des termes d'une suite géométrique. Alors, on peut traiter aussi le cas où m est demi-entier, mais je ne vais pas m'apesantir dessus, je le projette juste pour s'y regarder, mais en fait on trouve exactement le même résultat, donc je ne le commente pas. Donc les réponses attendues ici, c'était la réponse B et la réponse E. Alors désormais, on s'intéresse à la question 15, et donc on vous dit, la projection mz, enfin ou μz ici, du moment magnétique sur l'axe OZ, c'est k fois g fois mu b. Et donc on cherche sa valeur moyenne, μz, en fonction de certaines constantes, et puis en fonction de la dérivée le logarithme népérien de la fonction de partition. On nous demande ensuite l'expression de l'aimantation totale. L'aimantation étant, donc montrer qu'elle s'écrit sous cette forme-là. On vous rappelle que l'aimantation, c'est la grandeur intensive définie comme la densité volumique du moment dipolaire magnétique. Ça, c'est ce qui est écrit au début de l'énoncé. Donc, pour vous aider à répondre à cette question, 5 propositions. Là, il y a un égal en trop. Hop, voilà. Donc, moyenne de μz, c'est la somme sur k des pk fois k fois g fois mu b. Moyenne de μz, c'est égal à moins g mu b d sur dx de ln de z. L'aimantation, c'est 1 sur le volume du système fois le moment magnétique μz projeté sur z moyen, et 2 valeurs pour m infini. Donc, quelles sont les propositions parmi les propositions suivantes qui sont justes? Et donc, je vous rappelle, là, il faut que vous ayez l'énoncé sous les yeux pour avoir toute l'information. μz, c'est kg mu b. Donc, je vous remets les propositions, puis vous cherchez un petit peu cette question un peu plus longue que les précédentes pour trouver les réponses attendues. Donc, on va corriger. Donc, μz, en fait, μz, c'est kg mu b. Ça veut dire que pour une valeur de k, vous avez une valeur de μz, la projection du moment magnétique, suivant z. Donc je rappelle, μz, c'est ce que j'ai appelé mz dans l'introduction. C'est-à-dire que pour une valeur de k, vous avez une valeur de μz et vous avez une valeur de l'énergie potentielle EP. Donc, si on a une valeur de l'énergie potentielle EP, qu'on avait noté EK, E indice K, eh bien on a aussi une probabilité, puisqu'on connaît la probabilité pour que le système soit à l'état d'énergie K. Donc ça veut dire que pour une valeur de K, on connaît la probabilité d'être dans cet état, d'avoir cette valeur de K. Eh bien, on va donc, pour la valeur moyenne de μz, utiliser la formule de l'espérance, c'est-à-dire qu'on va dire que la valeur moyenne de μz, c'est son espérance, c'est-à-dire on va regarder toutes les valeurs possibles et on les multiplie par leur probabilité. Et donc il suffit de prendre la probabilité de l'état K fois, ici,
la projection de mu-z qui correspond à la valeur de k. Et donc on trouve la valeur moyenne de mu-z qui est somme de k égale moins m à m de kg mu b fois pk. Donc ça c'est la formule de l'espérance qui nous permet de le trouver. On nous demande de le mettre sous une autre forme, et bien ça on va, notamment en faisant apparaître la fonction de partition, on va utiliser la formule de pk. Pk, on avait vu que c'était 1 sur z fois l'exponentielle kx, donc on a le 1 sur z qu'on sort ici puisque c'est une constante, et puis l'exponentielle de kx qu'on laisse ici dans l'intégrale, et on fait apparaître des k exponentielle kx. Et k exponentielle kx, eh bien on sait que c'est la dérivée par rapport à x de exponentielle kx, donc je peux remplacer le k exponentielle kx qui était ici par dérivée par rapport à x d'exponentielle kx, et puis j'ai une somme sur m, j'ai ici une dérivée par rapport à x, eh bien je peux, par la linéarité de la dérivation, je peux inverser les deux opérateurs, donc je peux donc maintenant écrire la dérivée par rapport à x de la somme de k égale moins m à m des exponentielles kx, et ça, on retrouve l'expression de la fonction de partition z. Donc on s'aperçoit que le moment magnétique moyen mu, enfin la projection suivant z moyenne du moment magnétique de chaque atome, c'est g mu b fois 1 sur z, facteur de dz sur dx. La dérivée de z par rapport à x, donc ça, c'était la deuxième relation attendue par l'énoncé. On continue, on nous demande l'aimantation. Alors l'aimantation, c'est le mu-z moyen par unité de volume. Donc ce qu'on va regarder, c'est combien mu-z, pour l'instant mu-z c'est pour un ion. Donc il faut d'abord regarder combien on a d'ions au total. On va l'appeler grand N. On multiplie ça par le mu-z moyen, ça vous donne le mu-z global de votre système. Et comme on veut par unité de volume, on va diviser par le volume du système. Donc l'aimantation, la projection de l'aimantation suivant z, en fait ici, c'est le nombre d'ions total dans votre système, divisé par le volume du système, fois la moyenne de mu-z pour un ion. Et n sur v, le nombre d'ions dans votre système sur le volume du système, c'est ce qu'on appelle la densité volumique d'ions au sein du système, et c'est ce qui était noté n étoiles dans l'énoncé. Donc en gros, l'aimantation, c'est n étoiles fois la moyenne de mu-z. Et donc ensuite, eh bien, il suffit de reprendre la moyenne de mu-z avec l'expression précédente, qu'on a encadrée ici, mais sachant que le log de z, il va falloir dériver par rapport à x le log de z. Z, on avait trouvé son expression avec le rapport des sinus hyperboliques, donc il faut dériver ce log de sinus hyperbolique. Bon bah, le log d'un quotient, on peut déjà le mettre comme la différence des logs. Et puis, on sait que la dérivée d'un logarithme d'une fonction u, c'est u' sur u. Et on sait que la dérivée du sinus hyperbolique de u, c'est u' chu. Donc avec ces deux formules de dérivation mathématique, on obtient cette expression. Et on en déduit l'expression de m, qui fait apparaître un préfacteur, qui est m infini, et qui vaut n étoiles g mu b. Donc voilà, une question un peu calculatoire, qui fait appel à vraiment des propriétés classiques du cours de physique statistique, mais qui mise dans un contexte un peu calculatoire, et donc on peut répondre à la question en affirmant que la propriété A, c'est ce qu'on a utilisé au début. La propriété E est bonne également. Bon, là, on voit qu'on a le facteur sur mu b qui est faux. Là, on a un facteur moins un moins qui nous dérange. Et ici, on a oublié de multiplier par le nombre d'atomes, le nombre d'ions total dans le système. C'est n sur v fois mu z, ou n étoile fois mu z, et non pas mu z sur v. Puisque si vous faites mu z sur v, vous prenez la projection moyenne d'un ion divisé par tout le volume. Or, il faut prendre le mu de tout le système divisé par le volume. Et pour prendre le mu moyen de tout le système, le mu-z moyen de tout le système, il faut prendre le mu-z moyen d'un ion multiplié par le nombre total d'ions dans le système. Donc voilà, ça c'était erroné également. Alors question suivante. On se place dans le régime x très petit que 1, et on s'aperçoit que dans ce cas, l'aimantation suit une loi de Curie, ça veut dire que l'aimantation est proportionnelle à l'inverse de la température. Avec une constante gamma, et dont on cherche l'expression. Donc vous pouvez mettre donc on se place dans la limite x petit devant 1, et on va chercher l'expression de gamma pour récupérer la loi de Curie. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et on corrige. Alors, on va utiliser le DL qui est donné à la fin de l'énoncé. C'est pour ça que télécharger l'énoncé vous permet d'avoir toutes les informations. Alors, souvent, en général, en physique, on commence par chercher des DL à l'ordre 1. Mais en fait, on se rend compte ici que si on se limite à l'ordre 1 pour le THX, tout va se simplifier. Et on va trouver 0, et donc on aura fait une approximation trop importante.
qui ne permet pas finalement d'étudier le problème. Donc on va aller à un ordre supérieur, et l'ordre supérieur du développement limité de tangente hyperbolique, c'est l'ordre 3. Et donc bon, bah là on va remplacer dans la formule qu'on a trouvée de m précédemment les tangentes hyperboliques, sachant que x est petit devant 1, et puis de manière à simplifier les fractions, on va aussi se ramener à des développements limités de 1 sur 1 plus x, ici 1 sur 1 moins quelque chose qui est très petit devant 1, donc on peut faire ici et ici, et avec le dl de 1 sur 1 plus x qui va donner 1 moins x, eh bien on va récupérer cette aimantation là, et après calcul et simplification, on trouve cette expression-là de l'aimantation, donc on en déduit par identification, donc gamma, c'était ce préfacteur-là qui apparaît, donc on en déduit l'expression de gamma. Voilà, donc une question calculatoire, un peu de technique mathématique aux mines, c'est quand même assez courant qu'il y ait des questions de calcul, quoi, avec du calcul comme ça, donc ça vaut le coup de s'entraîner un petit peu sur ces choses-là et de savoir les faire sans erreur. Donc la bonne réponse, parmi les réponses proposées, c'était la réponse A. Et alors la dernière question que nous allons faire, c'est la question 17, où on nous dit qu'on définit la fonction de Brillouin f de x, qui vaut donc l'aimantation, qui dépend de x, sur... alors je rappelle que x, il faudrait qu'on aille revoir un petit peu comment il a été défini, parce que ça va être important pour cette question. X, nous l'avons défini un peu plus haut, même beaucoup plus haut. Voilà, x, on avait trouvé que x c'était g mu bb sur kbt. Donc g fois mu b fois b sur kbt. C'est important que vous l'ayez en tête pour la question 17. Donc, on nous s'intéresse à la fonction f de x, qui vaut m de x sur m infini, et on vous demande d'expliquer pourquoi, d'une part, on trouve que physiquement, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale 0, et d'autre part, pourquoi le graphique de f de x présente une asymptote horizontale. On vous demande d'en déduire la tracée de f de x pour x supérieur ou égal à 0, et on vous demande ensuite de retrouver l'ordre de grandeur de la susceptibilité magnétique de ce sel d'Alain. Donc, vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour chercher cette question, un peu longue également. Et pour vous aider dans la recherche de cette question, vous avez des propositions qui sont posées, dont on va vous demander lesquelles sont valides. Notamment à quoi correspond la limite x tend vers 0, est-ce qu'elle correspond aux basses températures? Est-ce qu'aux hautes températures, les niveaux de plus haute énergie deviennent plus probables que les niveaux de basse énergie? Dans la limite des très basses températures, est-ce que les particules occupent le niveau de plus basse énergie? Et est-ce que le fait que la limite de f de x soit 0 quand x tend vers 0 est une conséquence de l'équiprobabilité des niveaux accessibles pour les particules? Enfin, on vous demande de est-ce que la limite quand x tend vers l'infini de f de x, c'est m? Donc pour répondre à la question 17, de toute façon, vous devez passer par ces étapes de raisonnement. Alors, eh bien, on va corriger. Alors déjà, x, on a vu que c'était en 1 sur t. D'accord, quand on est allé revoir l'expression de x, c'est-à-dire que x tend vers 0 correspond aux hautes températures. Donc, c'est pas la réponse A qui était proposée. Et on sait qu'à haute température, ça c'est important de le retenir, tous les niveaux d'énergie deviennent équiprobables. Et donc, c'est pas que les plus hautes énergies sont plus probables que les plus basses, ça la réponse B est fausse, c'est juste qu'ils sont tous équiprobables. Tous les niveaux d'énergie sont équiprobables et on va voir les conséquences de ça. A contrario, quand on est à basse température, c'est quand x va être très grand, et bien à ce moment-là, en effet, les particules ont tendance à occuper le plus bas niveau d'énergie. Donc la réponse C était juste. Alors pour savoir si les réponses D et E sont justes, là on va détailler un petit peu plus la correction. Donc, la limite de x tend vers 0 correspond aux hautes températures, ça c'est ce que nous avons dit. Dans le cadre des hautes températures, tous les niveaux d'énergie sont équiprobables. Or, chaque niveau d'énergie était associé à une valeur de K, qui elle-même était associée à une valeur de mu. Et mu, si on regarde toutes les valeurs de K possibles, elle peut varier entre moins m g mu b et plus m g mu b. Et donc on voit bien qu'en si toutes ces valeurs sont équiprobables, on voit bien qu'en moyenne, eh bien, le système aura une valeur de mu z qui aura une valeur moyenne nulle. Et ça, c'est si tous les niveaux sont équiprobables. Donc une aimantation, n étoile fois la moyenne de mu z, qui est nulle. Et ça, c'est assez cohérent, puisque s'il y a une très grande agitation thermique, finalement, les moments dipolaires n'arrivent plus à s'aligner sur le champ magnétique. Et donc, l'agitation thermique est tellement grande que en fait, les moments dipolaires sont un petit peu dans tous les sens de manière aléatoire. Et donc, il n'y a plus d'aimantation globale résultante dans le système, qui résulterait du fait que tous les moments dipolaires aient une direction en moyenne qui suit le champ magnétique. Là, à cause de l'agitation thermique à très haute température, on n'observe plus ça et donc on a une aimantation nulle. C'est dû au fait que tous les niveaux sont devenus équiprobables et
Donc la moyenne du moment dipolaire suivant Z est nulle, puisque comme je l'ai remis, hein, toutes les valeurs de μz possibles étaient centrées sur 0, entre moins mg mu b et plus mg mu b. Donc ça c'était pour la limite x tend vers 0. Maintenant quand on regarde la limite x qui tend vers l'infini, seul le niveau de plus basse énergie sera rempli. Or, comme on a l'énergie EK qui vaut moins K G mu bb, le niveau de plus basse énergie c'est celui pour lequel K est le plus grand, c'est-à-dire qu'il vaut M. Et dans ce cas-là, eh bien, le niveau, la valeur de mu qu'on va trouver, c'est celle-ci. Puisque c'est celle pour laquelle K égale M, puisque c'est celle pour laquelle le niveau d'énergie, la valeur d'énergie sera la plus basse. Dans ce cas-là, comme toutes les particules seront dans le niveau d'énergie, le niveau pour lequel K égale M, eh bien la moyenne de μz sur toutes les particules, ben, ça sera μz obtenu pour K égale M. Donc c'est-à-dire mg mu b. Et donc comme toutes les particules seront dans ce niveau d'énergie là, avec cette valeur de μz là, eh bien l'aimantation m sera égale à n étoile mg mu b, donc m fois m infini, de telle sorte que la limite quand x tend vers l'infini de f, c'est petit m et c'est une asymptote horizontale. Autrement dit, pour le dire simplement, quand on est à très basse température, il y a très peu d'agitation thermique, et donc tous les moments dipolaires réussissent à s'aligner sur le champ magnétique B, ce qui correspond à leur position d'équilibre, c'est-à-dire le minimum d'énergie potentielle, donc c'est bien cohérent, c'est le niveau d'énergie potentielle minimale qui est peuplé. Toutes les particules sont alignées sur le champ B, donc toutes les valeurs de μz sont maximales. Et c'est bien ça, puisque on a vu que la valeur de μz qu'on obtenait, c'était celle pour K égale M, et c'est-à-dire M fois G fois mu B, et c'est la valeur maximale accessible pour μz, avec la formule qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, on trouve la limite quand x tend vers l'infini de f de x qui vaut m, et on a une asymptote horizontale. Et donc, on en déduit le tracé, grosso modo, de f de x, c'est-à-dire 0 quand x tend vers 0, et m, équivalait 3,5 ici, quand x tend vers l'infini. Donc on a bien une asymptote horizontale. On avait l'expression de m précédemment, on peut faire l'application numérique, on trouve de l'ordre de case 10-5, qui est du même ordre de grandeur que celui qui était proposé par l'énoncé. Donc voilà comment on va conclure ces questions. Donc, bon, voilà, c'est un sujet des mines, c'est clair qu'il y a un certain nombre de questions qui sont un petit peu compliquées, mais si vous appliquez vraiment les théorèmes, les définitions du cours, que vous assurez les calculs, et que vous prenez le temps vraiment de comprendre ce que vous êtes en train de faire, ce qui n'est pas simple, hein, sur des sujets comme ça, surtout qu'on est en temps limité, mais il faut se forcer. Il y a moyen vraiment de prendre des points, et de très bien réussir ces épreuves, à condition d'être le plus rigoureux possible, et d'essayer de comprendre au maximum les grandeurs mathématiques que vous êtes en train de manipuler.